Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet boum, pour une nouvelle vidéo. Eh oui, vous l'attendiez celle-là, je vous l'avais annoncé. Une vidéo très très lourde et très très colorée. Aujourd'hui, on parle du one and only Hector Macho Man Camacho. Et pour ça, je suis obligé d'être accompagné par le champion de l'écriture pugilistique, Antoine de 130 livres. Salut Antoine. Salut les pirates, Macho Time. Et quitte à parler de Macho Time, autant parler avec celui qui a commenté le plus de ses combats en français. C'est The Voice of Boxing, c'est Christian Delcourt. Salut Christian. Salut, on peut pas dire autre chose que Antoine, c'est Macho Time. Macho Time aujourd'hui. Mes amis, vous étiez prévenus. Voilà, Macho Time, comme vous voyez sur l'affiche du livre qui lui est consacré et qui vient de sortir. On est très content de vous parler d'un personnage très 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 à part dans l'univers, dans l'histoire de boxe, et qui, en ce moment, dont l'aura vient un véritable revival aux États-Unis. Il y a ce livre qui vient de sortir ce week-end même, week-end d'anniversaire de notre écrivain Antoine. Il va avoir un documentaire sur Showtime d'1 heure et demie concernant Hector Camacho, et je suis sûr qu'après ce documentaire, évidemment, il va avoir un engouement sur le Macho Time. Alors c'était parfait qu'on en parle aujourd'hui, mais avant de commencer avec ce personnage si haut en couleur, j'aimerais savoir pour chacun d'entre nous quelle a été votre première rencontre, votre première découverte du Macho Man Hector Camacho. On va commencer avec toi, Antoine. Alors, moi, ça a été une découverte plutôt sur le tard par rapport à la carrière de Camacho. Il a eu plusieurs carrières, on va en parler bien sûr. Ouais. Quand je dis sur le tard, ça a commencé. Les premières images que je crois avoir vues de lui en dehors de rétrospectives particulières, le nom de Camacho me disait quelque chose. J'avais un grand frère qui m'en avait parlé. Je savais que c'était un dingo. Je savais qu'il avait boxé plein de monde. Mais je crois que les premières images que j'ai vues de lui véritablement, c'est contre Oscar, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est déjà, voilà, les plus belles pages sont déjà tournées. Ouais. Et en quelque sorte, ce mec est devenu, à ce moment de sa carrière, un faire-valoir. Et effectivement, la manière dont on montre le combat à l'époque, moi, Oscar, je l'avais suivi depuis les Jeux de Barcelone et tout, et donc, la façon de présenter les choses, c'est une étape de plus, un marchepied de plus pour l'ascension d'Oscar de la Hoya. Et puis, je vois ce gars, un peu vieille gloire, un peu, bon, qui fait, je spoil pas, on va parler du combat tout à l'heure, Bien sûr. Qui fait une impression, qui est un peu déformée, parce qu'il il est dans l'ombre de la comète de la Hoya, et, je m'apercevrai des années plus tard, et je m'en suis aperçu en préparant cette émission, que même les mauvaises périodes de Camacho, on a tendance à les voir sous un angle un peu partial. J'en dis pas plus. Voilà, en tout cas, pour moi, le premier souvenir, c'est il est confronté à ce champion en pleine ascension, et il fait son honnête travail de boxeur, mais c'est une étape parmi d'autres pour un De La Hoya qui va absolument tout casser au niveau mondial. Tout à fait. Et là, je vais demander donc à The Voice, peut-être ta première rencontre avec Hector Camacho, parce que peut-être que tu as eu l'occasion de l'interviewer, et ça a dû être quelque chose. C'est quoi ta première rencontre avec cet énergumène, Christian? Oui, la première rencontre en fait où j'avais eu l'occasion de pouvoir converser avec lui, c'était avant le combat contre Julio César Chavez. Julio César Chavez était à l'époque, au début des années 90, c'était un monstre. Il était, je vais dire, à l'apogée de sa carrière. Peut-être que pour Hector Macho Camacho, il avait déjà une douzaine d'années professionnelles, et c'était, plus on en reparlera dans son combat, c'était peut-être pas le grand Camacho qu'on a connu dans les années 80. Mais ça, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de pouvoir l'interviewer quelques minutes, et c'était Macho Camacho avec, vous savez, ce collier et ce nom macho qui arrivait pratiquement même sur les abdominaux. Et ça, c'était toujours terrible, parce que quand on le voyait, il faisait vraiment macho. Mais ça, c'était la première rencontre physique. Mais la première rencontre découverte, quand Antoine parle de 97 avec Oscar de la Hoya, moi, c'était fin des années 80, 89, quand je suis arrivé à Canal et que j'ai commencé à travailler dans la boxe, 90. Et là, un jour, on reçoit toujours des images et on a commenté du Camacho
pas en live, mais donc en studio. Et on avait donc des programmes de boxe qui arrivaient. Et tout d'un coup, on voit avec mon ami qui travaillait avec moi, Olivier Cocatrix, on voit des images de ce Hector Camacho avec des images d'entrée. Voilà. Et ça, les images d'entrée, c'est ma première impression Camacho. Quand on disait c'était Macho Time, eh ben c'est la première fois qu'on s'est régalé dans une salle de montage à faire des montages avec toutes les entrées qu'il avait pu réaliser dans les années 80. Alors on le voyait arriver en Matador, on le voyait arriver en Dark Vador, en Captain America, avec une coiffe amérindienne. C'était un macho-man et c'était un artiste. Oui, et c'était un entertainer incroyable. Alors moi, je vous le dis tout de suite, ma rencontre avec Hector Camacho se passe, et oui, on est au début des années 90, n'oubliez pas, il n'y a pas Internet. Donc, ça se passe avec un livre qui est pour moi, quand j'ai ce livre, c'est une Bible. Hein. C'est-à-dire que tous les soirs, je fais ma prière et je suis avec ce livre-là. Tu vois, je suis avec ce livre-là. Jean-Michel Rouet, on te salue. Tiens, je vais faire mon Michel Drucker. Jean-Michel, si tu nous vois, Jean-Michel, salut à toi. Et donc, évidemment, je déguste chaque page et chaque photo. Et donc voilà, ma rencontre avec Hector Camacho, c'est ça. C'est ces photos-là. Par rapport au combat de 92 contre Julio César Chavez, qui est un combat extrêmement important. On va en reparler aussi, cette affiche que moi je trouve que j'adore, l'affiche du combat. On en reparlera à l'affiche, vous allez la voir. Et donc arrive, voilà. Et finalement, ça arrive sur ma découverte d'Hector Camacho, créer un quiproquo, parce que ces photos, l'article et le combat qui est décrit me fait dire que Hector Camacho est un guerrier, tu sais. Voilà, en plus la tête qu'il a, l'œil tuméfié, tout ça est un guerrier. Et puis bien sûr, bien après, au même moment qu'Antoine, au moment de la Hoya, je découvre vraiment le boxeur et ce qu'il est vraiment sur le ring. Donc voilà ma rencontre avec Hector Camacho. Et comme bien sûr l'a dit Christian, qui fait à chaque fois des transitions extraordinaires, c'est que Hector Camacho, il est unique dans son genre et dans le monde de la boxe par, comme tu l'as dit, par ses accoutrements, par ses looks, etc. Hop, voilà, je fais le montage vidéo en même temps que je vous parle, mes chers amis. Tac, voilà, vous allez le voir. Voilà, alors là, c'est un accoutrement, il est ringside. Il est pas sur le ring, c'est juste une soirée pour Hector Camacho. Hector Camacho, il sort comme ça, hein, tu vois. Il sort comme ça, voilà, c'est le look, tranquillou, le macho en pendentif, comme le disait Christian. Et donc, oui, effectivement, ces entrées sur le ring. Et puis, aussi, ce côté où t'avais pas l'impression, parce qu'on va tout de suite parler des entrées sur le ring, comme le disait Christian, t'avais pas l'impression qu'il allait à un combat de boxe. T'avais l'impression que c'était Michael Jackson qui allait sur scène et qui allait commencer à chanter son récital. Tu vois ? Il y avait ça chez lui, c'était très cool, c'était assez fou, évidemment, et donc ça sortait, et il y avait un côté aussi, c'était perturbant parce que Camacho, il aurait pu être une star du catch de ces années-là, de la WWF. Voilà, il était tellement coloré et tellement extravagant que parfois on se disait est-ce qu'il avait choisi le bon sport, tu vois. Voilà, mais on va tout de suite reparler du Camacho boxeur et voilà. Alors, je vais peut-être le mettre. Voilà, c'est ici. Excusez-moi. Je vais vous faire découvrir cette photo d'un Camacho victorieux. C'est une grande victoire de Camacho. Pourquoi ? Parce que Camacho, c'est un très très grand poids-plume. Il commence sa carrière en 1981, voilà, 81. Il commence sa carrière. Camacho, c'est une petite frappe de Spanish Harlem. Donc vraiment, c'est une histoire new-yorkaise, on l'oublie trop souvent. Et c'est un poids-plume gaucher, c'est vraiment son importance, mais extraordinaire, avec une vitesse. J'ai regardé ses premiers combats. Où vous pouvez avoir des triples percutes en 2 secondes, c'est incroyable. Et donc, il va devenir, mais vraiment très jeune, très vite, il va devenir champion. En plus, en faisant des combats à Porto Rico, sa terre d'origine, et contre qui? On va tout de suite y aller, mon cher Antoine, contre Rafael Limón. Antoine.
Et donc Camacho est quand même un des mecs qui a un peu tué une belle génération de boxeurs. Je pense à Chacon et je pense à Limon. Ce combat-là, à Porto Rico, Antoine, je rêvais de t'entendre parler de ça. Vas-y. Effectivement, comme tu l'as dit, Camacho, il a grandi à New York. Hein, c'est Spanish Harlem, son endroit, ses vraies racines, sa culture, c'est Spanish Harlem. Après, ce combat-là, il le dispute à San Juan. On le voit sur ta photo, hein, il fait jour, c'est dans un stade, et il affronte un Limon qui est un vieux briscard, qui s'est fait connaître après une série de combats assez mythiques contre Bobby Chacon. Oui. L'année d'avant, en 82, le combat de l'année, selon Ring Magazine, c'est sa dernière défaite en 15 rounds très serrés contre Bobby Chacon. Donc c'est un vieux briscard des rings. C'est tout ce que t'aimes bien chez le Mexicain. C'est-à-dire qu'évidemment, il se pose pas de questions, il avance, il tape, gestuelle un petit peu large, gros savoir-faire dans les accrochages. Enfin bon, c'est vraiment une teigne, il faut vraiment s'en défaire, quoi. C'est le genre de gars qui mange tout cru un petit jeune. Et à l'époque, Camacho, il est jeune, justement. Il est jeune, il est déjà beau gosse, il est déjà en short panthère, il a déjà une petite accroche-cœur devant et la queue de rat derrière. On est au top de l'élégance. Et donc, top des 80s. C'est un peu un révélateur, Limon. Évidemment que les organisateurs probablement misent sur Camacho. Ils espèrent quand même qu'il va gagner. Bon, on va pas le faire boxer chez lui pour qu'il perde, mais le doute est quand même permis. Et alors, on voit chez ce type, dès le premier round, un truc qu'on voit très rarement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est dans un... Sur les images, c'est très net, on a l'impression que les images de Limon et les images de Camacho sont passées à des vitesses différentes. On a l'impression que c'est un montage un peu chelou. Ouais. C'est-à-dire que vitesse de main, vitesse de pied, on comprend rien à Camacho. Ah ouais. Ça va trop vite. Très vite, il en met une à Limon qui est fait reculer qui le fait reculer dans le coin. Il est un impact dans la lumière des phares. Et Camacho déroule. Ses pieds sont une merveille. Je parle beaucoup des pieds des boxeurs. Je suis pas fétichiste, hein, les gars, mais c'est très important en boxe. Ses pieds sont aussi rapides que ses mains. Il a une façon de faire in and out, c'est-à-dire de réduire la distance, boum, d'en coller une ou deux et de sortir et retrait, qui est merveilleuse. Et Limon ne comprend rien. Il mange pendant 5 rounds sans comprendre rien à ce qui se passe. Ouais. C'est absolument magnifique. Il va plusieurs fois au tapis, il se relève. Enfin bon, ça finit au 5e round. C'est un véritable récital. C'est une entrée en matière qui est presque aussi impressionnante au niveau mondial que celle d'un Wilfred Benitez quand il bat Antonio Cervantes. Je pense que Benitez est un peu au-dessus parce qu'il est plus jeune et que Cervantes est plus dangereux. Mais ça reste une entrée en matière au niveau mondial qui est considérable. Ouais, considérable. Quelle entrée en matière, ça arrive vite. On est en 83, comme je vous le dis, il est très jeune, et ça enchaîne des victoires et ça enchaîne KO sur KO. On l'oublie trop souvent. Voilà. Parce que, comme vous le disiez, messieurs, en début d'émission, on va parler il y a plusieurs carrières dans la carrière de Camacho, des carrières complètement distinctes. Là, on est sur du nec plus ultra, c'est de la folie. Et donc, toute cette génération dont je vous parlais, il les accumule, il les affronte. Je vous présente d'ailleurs une belle affiche de boxe contre quelqu'un qui est quand même bien connu des Français, c'est Ramirez. Ramirez qui est adversaire de Chavez, vainqueur de Pernell Whitaker en France. Hein, me lancez pas là-dessus, je vais m'énerver. Voilà, Christian. Voilà, donc Ramirez Camacho, c'est au Riviera de Las Vegas. Voilà, le Riviera qui n'existe plus, mais qui était tellement mythique encore dans ces années-là. Donc c'est le Camacho, et c'est le Camacho qui gagne. Alors là, ça commence à gagner par décision. Justement, oui. Celui-là, ça commence à gagner par décision. Et on a dans une année 85... qui est un charnière, parce qu'on est encore dans son apothéose, et puis juste après ce combat contre Ramirez, il va affronter un autre boxeur qui va devenir une légende de son sport, mais en tant qu'entraîneur. Christian, c'est Freddie Roach. Freddie Roach. Voilà. Freddie Roach, et ouais, c'est vrai que c'est Freddie Roach. Et alors, quand on parle de ce champion Camacho, on en discutait avant, hein, pour préparer cette émission, et on se disait que lui qui a été de nombreuses fois élu entraîneur de l'année, on est obligé de revenir un petit peu à ce qui s'est passé en 2012, on en parlait juste avant, en 2012, lorsque malheureusement Hector Camacho nous a quittés. On en reparlera bien sûr avec le capitaine et de façon tragique, mais ce jour-là, donc quelques années après,
Freddy Roach déclarait que il n'avait jamais vu un boxeur comme lui. Ouais. À chaque fois qu'il l'avait affronté, c'était un problème parce que il se disait je vais le toucher, je vais l'attraper, etc. Et à chaque fois, il le trouvait pas. Il était à 2-3 mètres, il s'échappait comme une anguille. C'était un boxeur complètement impossible à boxer. Et Freddy Roach, lui qui a entraîné beaucoup de boxeurs, a toujours dit que la vitesse d'exécution de Camacho était certainement la plus difficile à gérer et qu'il avait vraiment un talent inédit pour la boxe. Et ça, ce sont les aveux de Freddy Roach, on va dire quelques années après le décès donc de Camacho, mais donc 25 ans après. Et il se rappelle très bien, il a toujours dit Freddy Roach que ce Hector Camacho, il frappait 3-4 coups, son mouvement c'était perpétuel, il était énorme et puis il était juste trop rapide pour moi. Et c'est ce que beaucoup de boxeurs ont dit à cette époque-là. Camacho était beaucoup trop rapide que n'importe quel boxeur, grâce à quoi notamment? À la vitesse d'exécution et à la vitesse de déplacement. Comme le disait justement Antoine, il avait une faculté à se déplacer, à voler sur le ring, à boxer en contre. Et comme l'a dit très bien aussi notre capitaine, il était gaucher. Et quand vous rencontrez un fausse garde, c'est jamais facile. C'est jamais facile. À chaque fois que vous voyez avec Jean-Claude Camacho, ça, c'est bien parce que ça va nous donner une autre équation. Le boxeur qui rencontre Camacho sait qu'avec ce gaucher, ça peut partir de partout. Et on l'a vu dans sa carrière. Il a mis un nombre incroyable de ses adversaires KO, mais avec des KO qui venaient de coups sortis de nulle part. Mais quand on dit de nulle part, non, ils étaient sortis de la garde de Macho. Exactement, voilà, et n'oubliez pas, comme le dit Christian, Freddy Roach n'a jamais démordu de ça, il a toujours dit, le plus grand boxeur que j'ai affronté sur un ring, Hector Camacho, il le disait d'ailleurs encore cette semaine sur les réseaux sociaux, ce qui est incroyable, et n'oubliez pas aussi que Freddy Roach a voulu mettre un peu de Hector Camacho dans Pacquiao, notamment sur ses enchaînements, sur ses appuis, voilà, et Pacquiao le dit lui-même. Speed kills. C'est la devise un peu qui va avec Camacho de cette très grande époque, comme on dit. Et donc, on arrête là, parce que il rencontre Freddy Roach en décembre 85 et arrive l'année 86. L'année 86 qui va, où pour la première fois, il a 6 mois pour préparer un combat, qui est un combat essentiel pour comprendre les Camacho, les dysfonctionnements de Camacho et l'histoire de Camacho. Antoine, on va en parler tout de suite. Hop, je fais le montage en même temps que je vous parle, évidemment, les amis, vous le savez bien. Et c'est ce combat-là, Friday the 13th. Voilà, à l'époque, on est en 86 et Friday the 13th, le film, ça cartonne, hein, la série. Donc voilà, vous comprenez. Voilà, alors je pensais que j'avais quelques... Bon, excusez-moi. Et ça, c'est un combat qui est vraiment fait pour le stardom de Hector Camacho. On est au Madison Square Garden. Le Madison Square Garden est rempli. Il est rempli. Spanish Harlem, vous comprenez. C'est la soirée pour Hector Camacho contre qui? Contre Edwin Rosario. Que Christian, tu connais bien parce que tu as suivi beaucoup de ses combats. Edwin Rosario, voilà. Mais alors, ce combat, il y a peut-être toute l'histoire de Camacho qui est concentrée dans ce combat. Ça part bien, mais il y a un 5e round où là, pour la première fois de sa vie, il se fait toucher Camacho. Peut-être un peu trop sûr de lui. Edwin le secoue comme c'est pas permis, mais Camacho résiste tant bien que mal. Il arrive à survivre à ce round. Voilà, le combat sera un combat qui va devenir un très beau combat acharné, très disputé. Voilà, mais victoire de Camacho, qui, à mes yeux, n'est pas une victoire volée, mais une victoire serrée. Et de là, dans l'histoire de Camacho et des écrivains de boxe et des commentateurs de boxe, on va dire que c'est la soirée où quelque chose se cache chez Camacho. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Alors, il y a un avant et un après, ça c'est sûr. Alors, il faut se resituer. Le combat est intéressant aussi à cause de l'ambiance, comme tu l'as dit, Captain. C'est 2 Portoricains au Madison Square Garden. C'est quelque chose d'assez
d'assez saisissant. C'est une opposition de style, parce que Edwin Rosario, c'est un gros puncher. Son fonds de commerce, c'est ça qui l'a amené au Hall of Fame. C'est comme ça qu'il a foutu en l'air déjà à l'époque. Alors il a battu des gars, notamment il a mis KO Edwin Viruet que Duran n'avait pas réussi à mettre KO. Enfin bon, il a ça pour lui. Il a un style de boxeur assez classique. Il est beaucoup moins rapide que Camacho, mais s'il touche, il fait mal. Et effectivement, pendant les 4 premiers rounds, Camacho boxe en reculant, mais dès qu'il voit une ouverture dans ce que propose Rosario, en fait, il arrive à le mettre sur le reculoir en le déséquilibrant, sans forcément mettre beaucoup de punch, mais en le surprenant, et il poursuit. Donc, quelque part, il accepte la bagarre, mais selon ses termes à lui, avec un timing parfait. Et au 5e, il en prend une. Et là, c'est impressionnant, la machine se dérègle. Oui. Vous voyez Camacho qui perd la fraction de seconde qu'il a en général pour éviter tous les coups. Oui. Et donc, au 5e round, il les prend toutes, y compris les droites. Et autre caractéristique qu'on ne connaissait pas chez lui, on s'aperçoit qu'il a un menton. Parce que pour élusif qu'il soit, pour fuyant qu'il soit, les fois dans sa vie où il a pris des coups, et c'est pas un hasard si cet homme n'a jamais été mis KO, il les prenait. Et donc, il résiste au 5e round, il survit à ce 5e round, derrière il va s'abriter derrière son jab, rebelote au 11e, il est secoué comme un prunier au 11e également, il s'en sort, il a gagné plus de rounds, c'est une décision partagée je crois, je pense qu'il y a matière à faire une décision unanime, mais les rounds impressionnants pour Rosario, j'ai l'impression qu'ils ont compté double. Je rappelle quand même que Camacho n'est pas allé au tapis. Et effectivement, il a ces mots incroyables quand il sort du ring, parce que à l'époque c'était déjà un bon bobocheur, un bon noceur. On va en parler. Voilà, avant qu'il devienne champion du monde à 21 ans, dans les années 80, tout le monde se faisait des lignes, mais dans le showbiz par exemple, vous aviez tous les acteurs d'un côté, puis vous aviez John Bellucci de l'autre. C'était 2 divisions différentes. Bon, en boxe, il y avait les boxeurs qui tapaient de lacets parce que tout le monde le faisait, et puis il y avait Hector Camacho. Camacho, il a combattu juste avant son premier championnat du monde en 83 en Alaska. Et la veille de son combat, son promoteur a dû le récupérer, son manager a dû le récupérer par le fond du pantalon parce qu'il allait se jeter par la fenêtre de son hôtel. Il était coqué à mort, etc. Le lendemain, il gagne son combat KO1, personne ne se rend compte. Mais Camacho, c'était ça. Et donc là, il sort du ring et il dit, après s'être bien fait secouer, il dit bon, si c'est pour finir avec les gueules en chou-fleur, je veux $1 million. À l'époque, je crois que la bourse était à 500 000. Bon. Et donc, certains disent, il a commencé à avoir peur de ses adversaires. D'autres, y compris les mêmes, disent, voilà, j'ai découvert que la boxe, ça pouvait faire mal. Donc, je n'aime pas me faire mal. Donc, j'ai décidé j'ai décidé que finalement, c'est un choix, c'est un calcul délibéré de ma part. C'est pas tant que j'aime pas, c'est pas tant que je suis pas un guerrier, mais c'est que tant que je serai pas payé à ma juste valeur, je refuserai le combat. Bon, c'est des discours un peu alambiqués, mais il faut pas oublier que le type est jeune à l'époque et qu'il est déjà à moitié dingo. Ah, il l'est complètement. Peut-être, Christian, tu veux rajouter avant que... Oui, parce que c'est, je dirais, passer après une description du combat et du phénomène Camacho après Antoine, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est le combat charnière. Et quand on parle du combat charnière, on est sûr que, en fait, on pense que Camacho se pensait peut-être invincible. Il était là depuis quelques années, il voyait sa trajectoire grimper et puis également sa popularité, parce qu'il avait bien compris le boxing que Hector Camacho était en train d'entreprendre, c'était un boxing business. Et effectivement, il voulait être payé à sa juste valeur. Mais là, il s'est aperçu que la boxe faisait mal et que ce jour-là, en fait, il avait été, comme l'a dit Antoine, vraiment, il avait été secoué. Ce combat avait été très très dur. C'est un incroyable puncher. Edwin Rosario, j'ai eu l'occasion de le commenter par la suite plusieurs fois, et c'est vrai que c'est un vrai portoricain. Et il y avait maintenant aussi cette guerre entre les deux hommes, et c'est vrai que ça, on va pas dire que ça a ruiné, mais ça a fait changer la carrière de Camacho. Camacho, il s'est dit, maintenant, je peux plus aller à la guerre comme ça. Et c'est de là qu'il a commencé à jouer aussi la sécurité. On va pas dire la facilité, parce que il savait se déplacer sur un ring. Il s'est dit, mais pourquoi aller au combat? Pourquoi avoir, moi qui ai une belle petite gueule d'ange, même si je fais des conneries hors du ring, sur le ring, j'ai envie d'en sortir beau et vainqueur. C'est ce qu'il s'est toujours dit, Camacho. Et on n'en a pas parlé, mais pourquoi Macho? Pourquoi Macho? Alors, à l'époque, qu'on commentait sur Canal,
j'avais été chercher, et alors on se disait, Macho, c'est parce que le papa, il voulait l'appeler parce que c'était le fils aîné. Ensuite, il y avait comment ça s'appelle, il avait travaillé dans des usines quand il était un petit peu plus jeune, et il se disait que c'était des ouvriers qu'il appelait comme ça, parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer son nom. Parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer son nom, et ce que disait Camacho, les gens n'arrivaient pas, donc ils m'ont dit, mais Macho, Macho, Macho. Et voilà. Et le Macho, eh bien, dans cette année 86, face à Rosario, c'est sûr que c'est un changement de style qu'on va voir très vite, d'ailleurs, dans les prochains combats. Tout à fait, parce que bon, voilà, ça c'est la première cassure qui est évidente, qui se passe là. Mais ce qui est étonnant, et on va continuer notre discussion, ce qui est étonnant, comme vous le dites, il choisit la sécurité, et là tu as totalement raison, Christian, puisque à la suite de ce combat, et pendant des années, on va dire sur les 6 années qui ont suivi, il n'y a que 2 arrêts de l'arbitre. Ça devient des décisions. La plupart du temps, des décisions unanimes, mais ça devient des décisions. C'est incroyable le changement. Voilà. Les chaos sont à voir avant, les décisions, c'est juste après. Vous avez raison. Après, pour remettre dans le contexte, il prend pas des branques après ce combat-là. Après ce combat-là, ça sera quand même Cornelius Boza Edwards et Howard Davis Jr. Fallait se les taper quand même, parce que c'est quand même une génération où tout le monde finalement s'affrontait. Et puis, complètement. Voilà. Et puis de là, on vous explique quelque chose. Moi, tout ce côté Camacho complètement addict et tout ça, moi je le comprendrai que bien plus tard. Et même ce retour sur sa carrière, je le comprendrai après. Pourquoi ? Parce que son personnage, à la différence de sa boxe, là, Camacho, mais il va le faire fructifier comme personne. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, on est sur un problème de carrière sportive, mais sauf qu'en termes de, comme tu le disais, Christian, de boxing business, d'entertainment et de personnage, mais c'est une vraie fusée à partir de ces années-là. Et le Camacho, le Macho Time, il va d'ailleurs en faire plus. Et donc les années vont passer. En fait, on va arriver finalement en 89, où il y a un combat dont beaucoup disent il aurait dû arriver avant. Et ben je vais vous montrer la photo tout de suite. C'est contre Boom Boom Mancini qui faisait un retour à l'époque. On est à Reno, on n'est pas à Las Vegas, Christian. Tu dois prendre la voiture pour aller à Reno, c'est ça, dans un combat où là, bon, il y a, après je vous laisserai parler, il y a 2 choses qui me paraissent évidentes. C'est que le Camacho qui fait sur le ring ce qu'il sait très bien faire, mais en ayant pris de la bouteille et de l'âge, c'est-à-dire tourner, illusif, mais qui n'a plus d'impact comme chez les plumes, voilà, c'est fait. Ça sera le Camacho de ces années-là. Et puis Boom Boom Mancini, qui reste devant lui, qui essaye de l'attraper, qui le chasse pendant 12 rounds. Beaucoup diront que Boom Boom Mancini a gagné. Moi, je suis pas aussi convaincu que ça. Vas-y, Antoine, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis assez d'accord sur le fait que d'un, c'est vraiment pas un beau combat. Bon, c'est pas top. Alors, il y a une belle opposition de style. Mancini, c'est un peu Fabrice Benichou, je caricature. Il avance tête en avant, il donne des larges crochets. On est dans un folklore de guerrier. Ouais. Il est face à Monsieur Short à paillettes, qui est vraiment dans sa boxe à l'économie. Les deux qu'il a boxé juste avant et que tu as rappelé, Howard Davis Jr. et Cornelius Boza Edwards. Contre les deux, il a gagné les premiers rounds, la première moitié du combat, et puis ensuite, il a levé le pied. Contre les deux, ça a été vraiment son système. Et là, contre Mancini, c'est un peu pareil, quoi. Ça boxe objectivement à l'économie, c'est tout vilain. Alors, il est plus précis que Mancini, objectivement. Il passe son jab correctement, mais le combat lui-même est poussif, pénible. On a décrié certains autres combats qui viendront après, qui sont plus intéressants que celui-là. Donc, en effet, on peut comprendre à ce moment-là que d'un côté il vend bien sa personne, mais que de l'autre ce qu'il offre sur le ring, le produit n'est pas complètement à la hauteur, ou pas toujours complètement à la hauteur. Mais ça va aussi dépendre des adversaires. Et Mancini n'avait pas toutes les armes pour coincer un Camacho et lui faire boxer son combat à lui. C'était entre guillemets presque un peu trop simple. Et d'ailleurs Camacho ne craquera jamais sur le ring.
on n'arrivera jamais à faire changer de sa stratégie Camacho justement par machisme, le faire entrer dans une guerre. Il y en a un qui réussira, on en parlera un petit peu. On parlera un petit peu plus tard. Mais la plupart du temps, c'est un Camacho qui, voilà. D'où les entrées sur le ring flamboyantes. Parce qu'il faut compenser cette déception sur le ring, il faut le compenser avec un truc énormissime. Là, il rentre sur le ring, comme le disait Christian, c'est en matador. Il rentre sur le ring en matador, tu vois. Et en fait, le show de la soirée, c'est son entrée sur le ring. Voilà. Et donc là, alors, c'est même pas forcément seulement son entrée sur le ring, parce que il commence même bien avant, dans les combats de sous-carte. À chaque fois qu'on était là-bas, on le voyait arriver. Tout d'un coup, c'était le deuxième, le troisième combat. Il sortait du vestiaire et puis il jouait avec le public. Il avait son rôle. Et alors, il n'était pas encore habillé, ou alors des fois, il avait les bandages qui avaient été faits. Et puis, il venait dans la salle, et tout d'un coup, il y avait un attroupement, et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'était Macho qui venait ici, parce qu'il entretenait une relation passionnée avec ses fans. Et ses fans lui rendaient bien. Et c'est vrai qu'il enflammait délibérément en sortant de sa loge pendant ces grands combats. Ça nous avait marqué. Et il était peut-être 2 heures avant le combat, et il était là, il faisait des photos, il signait des autographes, il y avait un reflet ludique dans son œil. Il avait ce rôle, ce personnage qu'il a tant aimé, et que les supporters, que ses fans ont tant aimé. Et c'est pour ça que Hector Camacho n'a jamais laissé qui que ce soit insensible. Voilà, qu'il se soit insensible, voilà. Donc il gagne la décision contre Boom Boom Mancini. Il y aura jamais de revanche. Ça aussi, c'est du Camacho. Hein. Oui, la revanche, on peut la faire. Oui, bien sûr. Boom Boom, ouais, bien sûr. On fait ça quand tu veux. Oui. Oh, disparition d'Hector. Voilà, donc c'est ça. On rentre dans une nouvelle décennie. On rentre dans les années 90. 3 février 90. Voilà, dans une soirée où en sous-carte il y a Pernell Whitaker. Et Camacho, là, va contre Pacienza. Alors, un peu dans un combat qui ressemble à Boom Boom Mancini, mais Pacienza, voilà. Mais là, c'est, à mes yeux, l'un des derniers grands combats stratégiques de Camacho, où vraiment, si vous êtes gaucher, c'est à étudier. Parce que c'est la boxe de gaucher comme il faut le faire. Donc, une domination, encore un peu en trompe-l'œil. Bien sûr, l'entrée sur le ring est génial. On est au Trump Plaza, on est à Atlantic City. Ça va très bien pour Monsieur Hector. Il est dans son délire. Voilà, quelqu'un veut peut-être rajouter quelque chose sur ce. C'est quand même un beau nom dans sa carrière, Pacienza. Je sais pas si tu l'avais fait en direct ce combat, Christian. Non, je me rappelle avoir eu la cassette. Et c'était l'époque, je le disais tout à l'heure, où on voyait justement ces entrées de Camacho qui commençaient à, vous saviez, à l'époque, comme vous le dites, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tous ces magazines, etc. Et donc c'était vraiment à travers les cassettes qu'on recevait à Canal+ qu'on pouvait découvrir des champions. Et il y avait le BoxRec qui était vraiment l'ancêtre. Aujourd'hui, quand vous allez sur BoxRec ou les stats, etc., vous tapez, vous avez tous vos palmarès, vos classements. Mais là, on se les faisait envoyer. En fait, à l'époque, on s'était abonné à BoxRec, et à chaque fois qu'on avait des combats à commenter, donc on envoyait le nom du boxeur, et BoxRec nous envoyait aussi, alors on avait un télégramme, enfin c'était le truc hallucinant, pour commenter, pour avoir des infos, raconter des histoires. Parce que moi, ce qui était ma passion avec Jean-Claude, c'était de raconter une histoire au fur et à mesure du combat. On était là, on vous a parlé tout à l'heure du macho, de son surnom, d'où ça venait. Antoine vous a parlé du Spanish Harlem, parce que il faut savoir tout ça. C'est comme ça que vous découvrez un boxeur et que vous comprenez, parce que on n'a pas encore parlé du Hector Camacho de ses jeunes années où il avait commencé à faire du karaté. Il faisait des concours de karaté. Et puis finalement, il est allé sur la boxe. Et tout ça, ça a forgé un Camacho. Et il y a plein de petites histoires comme ça. Et c'est vrai que on doit, comme on l'a fait avec Tyson, il a eu une enfance, il a eu une adolescence, il est passé par la case-prison. Eh bien, Camacho est allé aussi par la case-prison.
Bon, c'était du vol de voiture, etc. The Rikers Camacho, Island, il allait. Pardon? Il allait à Rikers Island pendant 4 mois. Voilà. Ouais. Et tout ça, c'est ce qui l'a fait grandir. Il avait quoi, 15-16 ans. Et donc, voilà, quand on se retrouve, du coup, face à un Vinny Pacienza, etc., qu'on a commencé à avoir une superbe carrière, il arrive ici, c'est son 37e combat. Il est toujours invaincu. Et dans cette réunion, lui, son objectif, bon, et il se dit bien sûr, c'est Vinny Pacienza, mais c'est aussi l'autre là qui est en train de boxer non pas en sous-carte, mais en combat. C'est Pernell Whitaker. Et ce sont des combats comme cela qu'il cherchait. Il les aura un petit peu plus tard dans ces années 90, mais certainement pas contre Pernell Whitaker. Ah là, quelle transition! On n'a rien prévu, hein, les amis, hein, mais c'est transition naturelle parce que regardez, boum, regardez ce que je mets. Voilà. Alors ça toujours à l'année 90, le combat suivant d'Hector se passe dans un triple heater que HBO avait l'habitude de faire à cette époque-là, avec donc trois combats pour 3 stars, Hector, Pernell, Meldrick Taylor, évidemment, dois-je le rappeler. Et là, on se dit, encore une fois, que Hector, à ce moment-là, cette année 90, c'était ça ces 2 adversaires qu'il aurait dû avoir, qu'il aurait dû prendre. C'était ça les 2 grands combats auxquels il aurait dû participer. Et voilà, cette soirée elle restera pas dans l'histoire. Les 3 font des belles performances, mais voilà. C'est le Hector Camacho qui, je pense qu'il a il a réfléchi quand même à plus d'une fois pour prendre Pernell ou prendre Meldrick. C'est ce que je pense pertinemment. Mais peu importe, il va s'engager dans un combat à la suite de ça, dans un duel avec un personnage aussi, une grande gueule de son époque, qu'a croisé aussi Christian, c'est Greg Hogan. Dans ce qui est encore 2 bons combats d'Hector, c'est-à-dire en termes de boxe classique, il reste sur les fondamentaux, il reste sur ce qu'il sait faire, donc voilà, il n'y aura pas de surprise là-dessus, ça tourne, ça boxe en gaucher, voilà, contre Greg Hogan, avec des entrées sur le ring, alors en militaire, moi, avec ses ceintures et tout ça, voilà, il tape un délire, mais je veux dire, effectivement, il marchait pas à l'eau, mais ces 2 duels contre Greg Hogan, messieurs, parce que ça, je pense que même si c'était en cassette, même si c'était peut-être en cabine, Christian, tu les as commentés. C'était plus important qu'il n'y paraît dans cette année 90 et 80, dans cette année 91, excuse-moi. Oui, parce que Camacho, il reste sur une série d'une 40aine de victoires à l'époque. Même s'il y a des combats déjà qui ont été un petit peu controversés, on parlait tout à l'heure de Boom Boom Mancini, voilà. On n'a pas spécifié que Areno, il est sorti sous les huées d'une salle qui était complètement dévouée et complètement à la cause de Boom Boom Mancini. Donc The Macho Man, dans ce combat avec Greg Hogan en février 91, il est un petit peu pris d'assaut. Et puis il y a un homme qui joue aussi son rôle, c'est le 3e homme sur le ring, qui s'appelle Carlos Padilla, qui est un des grands arbitres qu'on a pu côtoyer durant ces années. Hein. On en parlera, c'est un de ces jours des grands arbitres, justement, de ces réunions de Las Vegas. Et il avait déduit un point à Camacho à un moment pour une conduite antisportive. Et c'est vrai que Camacho, voilà, on s'est aperçu que ce jour-là, parce qu'il faut le dire, c'est la première défaite d'Hector Macho Camacho, la première défaite. Et en fait, une défaite quand on parle de conduite antisportive, à la fin, Hogan était en voulait tellement à Camacho qu'il a même pas touché les gants avant la dernière reprise. Vous le savez, c'est toujours un rituel. Il y a un respect énorme entre tous les boxeurs. Eh bien, en fait, ça s'est passé comme ça. Et c'est le souvenir qu'on en garde. Alors on l'avait commenté, oui, sur cassette. C'est jamais la même chose quand vous êtes au bord du ring et quand vous êtes à 8600 kilomètres de Vegas.
Mais voilà, c'est le souvenir qu'on a de ce premier combat et surtout de cette première défaite. Hector Camacho n'est plus invincible. Tout à fait. Défaite qui, par le boxing business, sera changée quelques semaines plus tard aussi, ce qui permettra de dire Camacho qui reste invaincu. Antoine, ces duels avec Greg Hogan. Il y a eu, ce que tu dis est vrai, il y a eu une polémique parce qu'il a été contrôlé à Hogan positif à la marijuana après le combat. Bon, c'est de la marijuana par rapport à ce que s'envoyait son adversaire du soir. Franchement, c'était génial. Peu importe. Hogan a été très malin. Hogan était un sale type, un chambreur, un type qui reculait devant à peu près rien pour gagner un combat, mais qui était aussi très intelligent. Et il a gagné la guerre psychologique contre Camacho, assez clairement. Il lui a imposé le trash talking, il lui a imposé le chambrage, il lui a imposé. Et il fallait être fort pour imposer ça à Camacho, qui avait une bouche gigantesque, comme pas mal de Portoricains, et qui avait poussé le truc au niveau supérieur. Pardon. Donc, Hogan, quelque part, il arrive. Ce qui est marrant, c'est qu'il gagne le combat par décision partagée sur la pénalité évoquée par Christian, parce que sans la pénalité, il y avait match nul. C'est à cause de ce point retiré à Camacho, parce que Hogan ne tape pas les gants, donc Camacho le frappe sans prévenir, et donc il y a un point de pénalité. Et sans ce point-là, ça aurait été un match nul. Donc ça tient à peu de choses. Hogan était un boxeur malin, qui était un boxeur de pression, qui savait, j'allais dire, s'approcher intelligemment, pas trop prendre de coups. Enfin, c'était un pressure fighter intelligent. J'ajouterais aussi que sa grande bouche aura ce défaut qui lui aura attiré un peu plus tard la colère de Chavez, et que contre Chavez, ça s'est un peu moins bien passé pour sa gueule. Je ferme la parenthèse. Christian peut en dire quelque chose, hein. Parce qu'il était sur place, Christian. Alors Camacho, regardez le combat aussi, là, les shorts, ça devient n'importe quoi. Son combat contre Hogan, on voit son slip. Enfin bon, vraiment, ça ne va pas du tout. C'était même pas des shorts, hein, c'était. Bon, vraiment, c'était aussi le plaisir des yeux, on va se le rappeler. Bon, Camacho se fait un peu avoir en l'espèce. C'est de ce point de vue-là un combat plutôt intéressant. Je préfère celui d'avant contre Pacienzia, je reviens une seconde dessus. C'est un meilleur combat que celui contre Mancini, parce que c'est vraiment, tu l'as dit, le capitaine, la boxe engauchée. En fait, c'est du contre. Il fuit pas le combat, mais il contre en permanence Pacienza, qui avance un peu comme un bon bourrin. Il est rapide de bras, il est puissant, mais il se fait avoir parce que c'est le boxeur techniquement inférieur. On va dire ça comme ça. Pacienza aussi était un personnage. Hein. Il a passé tout le combat à se taper sur la tête avec le gant en disant viens de battre. Enfin bon, c'est assez rigolo à regarder. Parenthèse fermée. Donc, contre Hogan, est-ce que la défaite est méritée? Oui, on peut donner le combat à Hogan. Il n'y a pas de souci, mais surtout. Ouais. Et ça a été le cas de Camacho ce soir-là. Alors, ça a coupé. Tu peux finir ta dernière phrase? On t'a pas entendu. Oh, ouais. Même les grandes bouches parfois trouvent leur maître en termes de trash talking. Et ce soir-là, Camacho s'est un peu fait avoir par plus con que lui, quoi. Voilà. Voilà, mais quand même 2 combats. Hein. Ça fera l'année 91. 2 combats, voilà. Et récupère son titre, voilà. Récupère son titre. Aussi par décision partagée. Il y a 2 décisions partagées de suite. Exact. Oui, très serré, très serré. Et ça fera la carrière de Greg Hogan, hein, parce que Greg Hogan aura son money fight grâce à ses duels contre Camacho aussi. Voilà, on est en 91, alors il s'en sort que tant bien que mal, notre ami Camacho, et puis on va arriver, là on va vraiment s'attarder avec Christian. On va arriver à ce combat qui est une affiche. Alors attention, c'est complètement dans notre délire avec Antoine. Hein. Mexico, Porto Rico. Hein, vous savez de quoi on va parler. Voilà. Chavez Camacho arrive. On est à la fête mexicaine de septembre 92, si je ne m'abuse. On est au Thomas & Mack Center de Las Vegas, qui est rempli. Voilà, il sera rempli aussi quelques semaines plus tard avec Holyfield Bowe numéro 1. Oh, oui. Mais c'est une affiche, mais qui est montée très fort parce que le personnage Camacho, une chose est sûre, c'est qu'il plaisait au promoteur parce qu'il savait vendre un combat. Il savait le vendre, le combat, ça a été super bien vendu. Et puis alors, avant qu'on parle du combat, dis-nous si c'est vrai, Christian, parce que tu nous disais qu'il venait à chaque fois quelques heures avant, est-ce qu'il est venu tâter le ring 2 heures avant le combat en string? Est-ce que c'est vrai cette histoire? Oui, c'est vrai. Oui.
C'est vrai. C'est vrai, il se permettait tout. Alors, il faut se souvenir que, en fait, cette soirée-là, c'est au Thomas & Mack Center. Ouais. Le Thomas & Mack Center, c'est une grande salle qui est un petit peu à l'écart, qui n'est pas sur le strip. Non. Et on commence à s'y rendre de plus en plus parce que le César Palace qui commence à fermer ses portes, les grands hôtels qui n'ont pas, ou les hôtels qui veulent entre guillemets, organiser une réunion, mais avoir non pas simplement une salle de 12 ou de 15 000, mais pratiquement de 18 000 places. Ouais. Et le Thomas & Mack Center, c'est comme ça qu'il commence à rentrer dans le nom des grands combats de boxe. Et on attend bien sûr ce combat, et c'est vrai que on avait vu avant en conférence de presse, mais des conférences de presse mais hallucinantes, hallucinantes. Des pesées hallucinantes avec Camacho qui faisait le show, mais c'était incroyable. On n'avait jamais vu ça. Vous pouvez avoir les mauvais, les méchants qui se rejettent du regard, mais lui, ça se terminait toujours de façon, voilà, on va dire rigolote. Il avait besoin d'attirer la lumière à lui, et cette lumière, il l'a attirée face à Julio César Chavez, qui en rigolait. On se rappelle de la pesée et Julio César Chavez qui était en interview et vous aviez notre ami Camacho qui venait l'interrompre, etc. Sa traductrice qui se demandait ce qui se passait, etc. Et Macho qui a fait vraiment un show. C'était le show Camacho. Alors ça, c'était avant le combat et sur le combat, là par contre, ça n'a plus été la même musique et ça a été non pas macho, mais ça a tout simplement été chaud, mais pas chaud, S-H-O-W, mais bien C-H-A-U-D. Et là, je pense que Antoine, il va nous décrire le combat comme il sait le faire. Et vous allez voir que macho, il en a pris plein la gueule. Eh oui, ça se voit là sur le... Alors, il y a une impression visuelle qui est dingue quand on regarde ce combat, après en avoir vu d'autres, d'Hector Camacho. Tu as parlé tout à l'heure, capitaine, du combat contre Ramirez, autre gros puncher mexicain. On a l'impression que le ring est immense, tellement Camacho, dès le premier round, lui tourne autour, trouve des espaces, il tourne à droite, à gauche. Ramirez en voit tellement qu'en fait, il va dans le mauvais coin à la fin du premier round, ce qui est quand même, il est tellement désorienté qu'il se perd. C'est vrai. Et inversement, contre Chavez, on a l'impression que le round est petit, parce que Chavez, il coupe le ring. Il coupe les trajectoires. Peut-être déjà que le round est plus petit, il faudrait vérifier techniquement, mais il coupe, il le harcèle. Il a cette science, évidemment qu'il va moins vite que Camacho, mais il a cette science de, voilà, je te serre à gauche, je te serre à droite, je te cadre, etc., etc. Et Camacho est obligé de subir ça, il peut pas prendre le large, il peut pas donner son jab et faire le beau, etc., etc. Et il est dominé, il perd quasiment tous les rounds. Objectivement, l'impression est saisissante. Ce qui est remarquable, parce que moi, voilà, ça y est, vous me connaissez, moi je suis team Porto Rico, hein. Donc voilà, il perd le combat à Camacho, mais il perd le combat en finissant debout contre ce Chavez-là, ce qui est en soi pas rien, parce que Hogan, par exemple, il a fait 5 rounds contre Chavez. Et puis, il y a un round particulièrement touchant, je trouve, c'est le 9. Eh oui, le 9e. Camacho, qui a jamais eu l'œil fermé sur le ring, ben là, il a l'œil gauche tuméfié. La droite de Chavez a fait son travail. Il arrive plus à se dégager. Donc, il est obligé vraiment d'accepter la bagarre. Et ce qui est beau, c'est que le round, il le perd. Mais c'est un round où il accepte la bagarre. On sent que dans chaque coup, il y a moins de poids que dans ceux de Chavez. Ouais. Et il accepte cette bagarre-là. Et il y a un côté touchant, un peu pathétique. Sur les derniers rounds, il s'en sort, on ne sait pas trop comment. Il arrive à monter sur sa bicyclette, il arrive à se séparer de Chavez. Au 9e, il accepte la bagarre, mais tout est dit, Chavez est meilleur, il est au moins aussi bon techniquement que Camacho, il frappe à peu près 2 fois plus fort, il coupe le ring. Bon, ben voilà, ce qui devait arriva. C'est une des démonstrations les plus éclatantes dans la guerre entre Mexique et Porto Rico. C'est une des plus belles manches pour le Mexique. Il faut l'accepter. Et pour Chavez, une de ces très 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 grandes victoires de Chavez. Oui. Vas-y, Christian. On peut dire que Chavez, là, il est au sommet de son art. Ouais. Hein, on l'a découvert dans les années 80, début des années 90. On le sait parce que un peu plus tard, on en a parlé dans d'autres émissions. Arrivera ce premier revers face au chirurgien, Surgeon. Et donc, Chavez, là, il fait le combat vraiment parfait. Il est
quand on dit au top, il est au top aussi physiquement. Il a bien arrêté la Corona avant, parce qu'on sait que Chavez, la Corona, ça y va. Il a même un décapsuleur attitré, donc qui est là pour ouvrir toutes les Coronas. Alors par contre, on a arrêté avant, mais après, ça a été la fête dans l'hôtel. Ça, c'est une tradition mexicaine. Raconte-nous. Mais heureusement que Camacho a eu aussi ces jambes-là, parce que ces jambes ne lui ont pas sauvé la vie face à ces coups très durs au corps de Chavez aussi, qui l'a détruit, qui a gagné une victoire, comme on l'a dit, à l'unanimité. Mais surtout, Camacho, il a encore compris, comme on en avait parlé un petit peu auparavant face à Rosario, là c'était encore un autre combat, et un combat, là cette fois-ci, c'est plus Rosario, c'est Julio César Chavez, c'est 3 crans au-dessus. Mais il le dira après, moi j'ai du cœur, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas me résoudre à l'abandon, où Camacho, il aurait été au bout ce jour-là. Et c'est vrai que le visage de Camacho à la fin, quand on le voit pendant la décision, c'est quelque chose d'horrible, quoi. Ah oui, oui. Et selon moi, c'est la deuxième cassure chez Camacho, comme Oui, on vous expliquait, qui restait quand même au niveau élite pendant plusieurs années précédemment, malgré ses frasques, malgré tout. Mais là, c'est la deuxième cassure. Mais il perd en homme. Mais je crois que là, il a donné son corps non pas à la science, mais à la boxe, et que ce même genre d'expérience sur le ring, il ne voudra plus jamais y retourner. Et ce qui paraît évident, hein, ce qui est de toute façon tout à fait logique, voilà, c'est pas du tout un reproche, mais on le sent, ça, on le sent. Et malgré tout aussi, petit aparté, parce que qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire chez Camacho, c'est que cette soirée-là, c'est le Captain America. C'est le Camacho Captain America qui rentre sur de la funk. J'avais noté j'ai oublié la chanson, mais c'est incroyable, Camacho, et il danse. Hein. Mais il va faire un combat, il va rencontrer Chavez, regardez-le rentrer sur le ring. Et il danse, c'est la fête. Il rentre dans une boîte de nuit des années 70 de New York. Hein. Il rentre au club 54. Hein. Il rentre pas sur un moment de ring. C'est hallucinant à voir ça. Bref, grand moment de boxe. Grande soirée sur Canal, parce que là vous étiez sur place. Et justement, Christian, avant qu'on passe au futur, est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance à Vegas les jours de ce combat-là? Est-ce que c'est une des premières fois où Vegas est rempli de Mexicains pour Chavez? Est-ce que vous avez assisté à un truc que vous n'aviez pas assisté avant? Ah oui, parce que moi je me déplace à Las Vegas depuis le début des années 90, et ça commence par quand on a l'occasion d'avoir un dernier entraînement, donc on est juste accrédité, et voilà, quelques c'est plus des mises de gants bien sûr, mais c'est du travail technique, etc. Donc ça, on arrive à avoir peut-être une séance, et c'est surtout la conférence de presse, elle n'est pas ouverte au public, mais par contre la pesée est ouverte au public. Okay. Et à chaque fois, avec Chavez, c'est là qu'on fait des records d'audience. Vous arrivez, et les Mexicains arrivent 2 heures avant. Dans le Thomas & Mack Center, ou que ce soit au Thomas & Mack Center ou dans n'importe quelle salle, on ouvre un quart de salle, un tiers de salle, un huitième, une moitié. Avec Chavez, on ouvre toujours un bon, je vais dire presque une moitié de salle, et on arrive à avoir 5, 6, 8 000 personnes qui assistent à la pesée. C'est hallucinant. Franchement, on a vu des pesées. Alors, Chavez, ça c'est le roi, parce que vous avez déjà cette ambiance. Alors, cette ambiance, il n'y avait pas non plus, je vais dire, autant de portoricains, parce que Chavez, il fait un tabac au niveau de l'ambiance générale. À chaque fois qu'on est dans les grandes réunions, tous les supporters sont là, et c'est un sentiment qui vous étreint, c'est incroyable. On avait vu d'autres grandes pesées, alors bien sûr quand Tyson est là, mais on n'a pas cette ambiance, parce que Chavez, lui, il sait se faire déplacer les foules, et c'est vraiment l'image qui nous reste de cette pesée entre les deux hommes.
Et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le show Camacho lors de la pesée. Et ça, vous avez juste envie de vivre ce moment-là parce que non seulement vous arrivez à un combat et la boxe, c'est du sérieux, mais vous avez un Camacho qui sait ne pas se prendre au sérieux tout en étant sérieux. Et ça, c'est la grande force de Camacho. Il a élevé la boxe à un autre niveau parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'histoire, mais on a besoin, je vais pas dire de petits rigolos comme Chavez, mais on avait un boxeur, vous vous souvenez aussi, Jorge Paez, qui arrivait aussi avec des shorts, voilà. Et voilà. Et donc, on a vraiment besoin de ça. Et ce Camacho, c'est un combat avant le combat. Il en donnait du spectacle. Hein. Ça, il était pas radin là-dessus. Là. Argent. Ouais. Voilà. Donc, septembre 92, une date extrêmement importante pour Camacho et aussi pour Chavez. Voilà. Et donc le Camacho nouveau, parce qu'il y a toujours des Camacho nouveaux qui arrivent durant sa carrière, arrive un peu plus d'un an plus tard, où il a un combat entre portoricains. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler plus précisément dans cette fameuse émission, dans cette magnifique émission, la discussion Hall of Fame, Félix Tito Trinidad, que je vous conseille d'ailleurs, le lien est dans la description, c'est magnifique, c'est 2 heures de plaisir, purement portoricain. Donc voilà, mais selon moi, j'ai remis l'affiche, là c'était le Super Grand Slam of Boxing, c'est le Camacho qui, à la différence de contre Chavez, ne va choisi de ne pas aller dans les zones dangereuses et ça va tourner. Trinidad est trop grand, Trinidad est trop compliqué et donc on a le Camacho marathonien ce soir-là. C'est pour un combat qui restera pas dans nos cœurs. Antoine, si tu veux me dire un petit mot. Alors, c'est largement le cas. Je crois que je l'avais un peu regardé, pas dans son intégralité, mais j'en avais revu des bouts pour préparer l'émission sur Tito. J'en ai regardé des bouts pour préparer celle sur Hector Camacho et je suis un peu moins dur peut-être en prenant le point de vue de Camacho. Je suis un peu moins dur que ce que j'ai été parce que objectivement, il y a des échanges dans ce combat. Alors, il y a des échanges, comme tu dis, bon, au fur et à mesure que ça progresse, ben voilà, Trinidad est trop grand parce qu'on est en welter. Camacho est monté. Une des raisons pour lesquelles il a un ratio de KO en carrière qui est pas si génial, c'est parce qu'aussi il est monté dans des catégories qui n'étaient pas complètement les siennes. À l'origine, il n'était pas très fort et puis il est monté, voilà, welter et au-delà. Bon, peu importe. Donc Trinidad, ça va vite, c'est grand, ça tape. Ça a une boxe un peu plus stéréotypée que celle de Camacho, mais au final, c'est un combat qu'il pouvait pas gagner. Il y a quelques bons échanges. Alors, ce qui est marrant, c'est que Camacho est Camacho, donc le spectacle commence en conférence de presse. Voilà. Ça, c'est Trinidad qui raconte ça. C'est un témoignage que j'ai relu. Donc, où en gros, pendant toute la conférence de presse, la dernière, Camacho le quitte pas des yeux. En fait, il n'est pas tourné vers la foule. Il est tourné vers Trinidad, qui a 21 ans, Trinidad. Donc, il a un peu boxé son idole. Donc, quelque part, bon, il y a un peu moyen de l'impressionner. Donc, Camacho est odieux avec lui, parce que, voilà, quoi. Et évidemment, à la fin du combat, et ça, c'est ce que pas mal d'adversaires de Camacho ont dit. Mais voilà, à la fin du combat dans les vestiaires, Camacho vient le voir, très gentil, il a la tête baissée, il dit bravo gamin, t'as assuré, tu veux devenir une star, t'as été très bon. Enfin, voilà, il y a la différence entre match showtime, etc., etc. Et puis la lucidité que pouvait quand même garder le mec, même s'il était coquet jusqu'aux yeux. Voilà, il y a des témoignages à l'occasion de la sortie du documentaire dont tu as parlé sur Showtime, les témoignages qui sortent. Freddy Roach, on en a parlé. Freddy Roach, il y a un moment dans le combat où Roach était un bagarreur, hein. Donc il avance sur Camacho, il essaie tout dans un accrochage, il le mord. Et Camacho fait un pas en arrière et il le regarde en souriant, il fait mais ça va pas marcher, gars. Enfin bon, il s'énerve pas particulièrement. Bon, non. Donc voilà, le type était plus sympathique entre guillemets que l'image qui se donnait. Voilà. Ouais, on le sentait. Mais toi, tu te souviens de cette conférence de presse, Christian? La conférence de presse il essayait d'intimider Tito avec Félix Tito Trinidad. Ouais. Non, en fait, la conférence de presse, elle était axée sur Julio César Chavez contre Frankie Randall. C'était le combat phare. C'était l'inauguration de la boxe, de la première très grande soirée de boxe au MGM.
C'était fin janvier, 29 janvier 94. Et dedans, quand vous avez dans la conférence de presse, là, ça s'allongeait, mais c'était terrible. Camacho, vous aviez Camacho, vous aviez Simon Brown, Thomas Ernst, Meldrick Taylor qui combattaient. C'était une réunion fleuve que nous avait proposé Don King, puisque c'était lui l'organisateur de ça. Et ce Hector Camacho, Félix Trinidad arrivait donc en sous-carte. C'était le deuxième combat de la soirée. Félix Tito Trinidad, notre ami Don King voulait en faire une vedette. Et rien de mieux que, effectivement, de le faire affronter ce Hector Camacho. Mais c'est vrai que Camacho, je crois me souvenir qu'il est blessé en début de combat. Il est blessé et il comprend que ça va faire mal. Et il comprend qu'il va jamais toucher Trinidad. Mais par contre, il y a une chose, et on le remarquera un petit peu plus tard dans les statistiques, Trinidad n'a pas réussi à envoyer Camacho à terre. Ça, c'est vrai. Et ça, dans la carrière de Camacho, on en reparlera, ils sont très peu nombreux à l'avoir envoyé à terre. Trinidad n'a pas réussi ce jour-là. Lui qui était expéditif, oui. Ils sont deux. Ils sont deux à avoir mis un knockdown à Camacho, dont un est de la Hoya. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ah non, mais il était très compliqué à boxer, Camacho. Ça, qu'il faut vous compreniez. Il avait, son IQ box le sauvait. Son physique n'était plus ce qu'il était. Surtout, on va aller dans des années où le corps Camacho n'existe plus. Mais sauf que sa science du ring fait que ça le sauve. Alors tu vois, moi, Christian, pourquoi je t'ai posé la question? Parce que connaissant l'ego démesuré de Camacho, je me suis dit que s'il y a bien un mec qui aurait voulu essayer de piquer la vedette à toutes ces stars, là, c'était bien Camacho. Mais tu vois, pour une fois, il n'a pas réussi à avoir toutes les lumières sur lui. Et donc, arrive cette carrière, parce que, encore une fois, ça c'est une cassure contre Tito Trinidad, parce que là, objectivement, il ne peut plus prétendre compétitionner l'élite, surtout l'élite des welter. Et donc, vous allez avoir une accumulation de combats, mais un peu des combats obscurs. Tu sais, c'est plus dans des grandes réunions. C'est plus sur Showtime, c'est plus sur HBO, c'est plus sur Canal+, avec Christian. Ah non. Là, c'est des trucs pratiquement inconnus, mais certaines fois, il n'y a même pas les images. Vraiment. Et c'est une accumulation 94, 95 et 96. Il fait, alors, une accumulation, mais alors de journeyman. C'est une accumulation de mecs d'inconnus. Je sais pas où ils les ont sortis. Tu vois. Il y aurait peut-être eu le captain qui aurait été dans la liste, tellement on les connaît pas, tu vois. Et donc, ça arrive, et c'est la force de Camacho, c'est que ça arrive où ils arrivent à monter un combat d'anciens. Un combat d'anciens. Tu vois, pour ceux qui ont aimé le week-end dernier, souvenez-vous qu'il y a eu quand même ça en 96. Oui. Il y a eu Camacho Duran en 96. Camacho Duran. Ouais. Voilà. Alors, à l'époque, ça n'a pas fait la une. Ça s'était vu. Beaucoup de gens savaient pas comment trop toucher à ce truc-là. Hein. C'est un combat qui a pas une bonne réputation. Alors bon, Durand, il pouvait pas s'arrêter de boxer, de toute façon il boxera encore. Camacho c'est pareil, c'est-à-dire en termes de mentalité, c'est des mecs qui ne pouvaient pas s'arrêter de boxer. Donc ils arrivent à faire un match entre eux, et puis finalement, je te dirais, à une vivacité un petit peu plus grande, Camacho prend la décision. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Mon impression, j'ai revu 2-3 images, c'est que vraiment Camacho sort de boîte de nuit, quoi. Enfin, vraiment, c'est parce que Duran a 10 ans de plus que lui, quand même. Hein, il a 45 piges à ce moment-là. Et Duran fait plutôt un bon combat, c'est-à-dire qu'il travaille bien du bras avant, il a un bon timing, objectivement. Et Camacho a jamais eu l'air aussi mauvais que contre Duran ce soir-là, très objectivement. Ouais. Et après, alors, ce dont j'ai l'impression, c'est une théorie pour ce qui va suivre, ça te fera peut-être ta transition, mais enfin, s'il a eu en particulier un combat contre une autre vieille gloire, et je ne spoile pas ensuite, c'est parce que ce soir-là, il avait l'air très prenable. Voilà. Parce qu'effectivement, Duran lui a mis la misère. Est-ce que c'était du calcul ou quoi qu'est-ce? Je pense même pas. Je pense qu'il avait fait la bamboche et tout, il avait fait n'importe quoi. Bon, parce que faut quand même garder une certaine hygiène de vie, hein, la plupart du temps. Comme tu l'as dit, j'ai noté ça, j'ai regardé ça. En 95, il combat 10 fois.
Je veux dire, qui combat 10 fois avec le statut de Macho Camacho et à 30 piges passées? Ah bah, Camacho, il a fait ça en 95. Bon. Et contre Duran, il a vraiment fait n'importe quoi. Je pense que même que tu peux donner le combat à Duran, si t'es un peu forceur, tu peux même le donner à Duran. Bon, c'est 45 ans quand même. Et je pense que ça aurait été un mal pour un bien parce que ça lui aura permis de toucher un autre chèque après. Voilà, bah, c'est la course au chèque. Bon, regardez ce combat. Moi, je dis, regardez, infligez-vous ce combat si vous le voulez. Mais moi, ça me fait trop mal. Enfin, je veux dire, j'ai mal comme ça. Tu vois, c'est quand même, tu sais, Roberto Duran le voir comme ça et tout. Ah non, je peux pas. Christian, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, c'est Roberto Duran après 28 ans de boxe. Ben oui. 28 ans de boxe. Et c'est pas mal après 28 ans de boxe. Le Mano del Piero, c'est plus les mains de pierre, c'est plus enfin voilà, il revient pour l'argent, il revient parce que il a besoin de cette adrénaline, mais c'est une adrénaline, une mauvaise adrénaline là. À la limite, on n'a pas envie de, c'est un combat qu'on n'a pas fait, hein, ben oui. qu'on n'a pas coupé et qu'on n'a même pas eu à Canal+. Hein. Bien sûr. Voilà, ce genre de combat-là, dans cette décennie où on n'a que des grands combats avec tous les grands boxeurs dont on a pu parler là depuis quelques émissions, et il y en a encore d'autres. Donc on ne s'arrête pas. Ça nous plaît de voir. C'est comme si aujourd'hui on vous dit tiens Tyson contre Roy Jones. Ok, vous avez envie de jeter un coup d'œil, de regarder, etc. Mais à cette période-là, on a juste envie d'avoir les meilleurs contre les meilleurs. Et les meilleurs contre les meilleurs, ça peut plus être le cas avec Duran, avec Léonard, avec Camacho. Voilà, l'époque est terminée. Mais on est un petit peu voyeur aussi. On a envie de suivre. Et tant que le boxeur et ici la carrière continue, eh bien on y va. On l'a fait pour Thomas Hearns, on l'a fait pour Iron Barclay, on l'a fait pour des grands noms de la boxe qui ont continué, alors que le cœur, la raison, comme disait Jean-Claude, aurait voulu qu'ils arrêtent, stop, et qu'il n'y ait pas de comeback, qu'il n'y ait pas de retour. Et il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Et là, quand on revoit Duran ici, bon, on a envie de passer à autre chose. La même chose pour Camacho. On a envie de donner la main à la descendance, à Camacho Junior, qui aura affronté un peu plus tard Chavez Junior. Voilà, ça nous fait bander. Mais le bon et brave Roberto Duran, non. Et surtout, quand vous avez la chance, et j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Marvin Hagler, un très très grand monsieur, un très très grand ami de Jean-Claude. Ils partaient ensemble en vacances, hein, ils se retrouvaient des fois à Maurice, etc. Ouais. Vraiment, Jean-Claude, je le remercierai jamais assez. J'ai les photos derrière là avec Hagler. Ce monsieur-là, quand il a dit stop à la boxe, il a arrêté, il n'est jamais revenu. Aujourd'hui, on entend Doloya qui aimerait bien à 47 ans se dire mais je pense que je peux revenir sur le ring. Mayweather, Floyd, il est toujours là en se disant je suis là après là. Maintenant c'est Holyfield, 58 ans, qui est prêt à remonter avec Tyson. On a besoin de champions, on a besoin de beaux combats, mais on veut garder les bons souvenirs de nos grands champions. Voilà, et comme tu le disais, il y a quelque chose chez ces champions, quelle que soit l'époque, où ils ne veulent pas s'arrêter, un problème d'ego, et Marvin, lui, a fait le bon choix, et surtout n'est jamais revenu, parce que, intelligent, Marvin n'a pas eu besoin aussi de la boxe pour continuer à bien vivre, erreur aussi des deux énergumènes qui sont à côté de moi, et donc, alors là, c'était inespéré pour Kamal. Juste quand tu parles, je te coupe, mais quand tu dis Marvin, il n'a pas eu besoin de ça. Marvin, il avait une super femme, une Italienne, et Marvin, il est allé vivre à Rome. Marvin, il n'est plus aux États-Unis depuis très longtemps. Donc, il vit en Italie, là-bas, et donc ça aussi, ça a changé. Voilà, il a coupé complètement. Il a coupé complètement. Mais Marvin Hagler, c'est la même chose quand Jean-Claude descendait à Las Vegas, etc., ou un Léonard, ou quand vous arrivez, mais c'est incroyable. Vous descendez de l'avion, ça y est, c'est Hagler, les photos, les trucs, c'est hallucinant. Là-bas en Italie, un peu moins connu, voilà, il a vécu
il vit toujours en pleine tranquillité et ça lui convient très bien. Voilà. Alors bon, Camacho, il y a un cadeau du ciel qui lui tombe sur la tête parce que il va après ce combat-là, il fait quelques combats en sous-carte au Madison Square Garden, il retourne à New York, voilà, contre des nobody encore une fois, hein, parce que Camacho, voilà, c'est des trucs, c'est contre des nobody, c'est une parodie de boxe élite hein, qu'il fait la plupart du temps. Mais bon, il y a Léonard qui, je sais pas, qui est là en pleine crise de la quarantaine, je suis de retour sur le ring, tout ça, voilà, boum. Léonard Camacho, 97, boum. Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais demandé ça, mais on va quand même se le taper. Voilà. Et donc, Léonard, il n'y est plus. Et puis Camacho, les apparences sont trompeuses. Mais Camacho, il arrive à avoir une soi-disant belle victoire auprès du monde de la boxe face à un Léonard qui est rincé, qui aurait pas dû monter sur le ring. Et Camacho, il se relance, c'est-à-dire il se relance en tant que nom qu'on pourrait prendre. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? En fait, là, objectivement, il s'est préparé. Voilà, c'est tout simple. Il a un peu allé à la salle. Il est pas trop allé en boîte la veille au soir. C'est chez les moyens. C'est chez les moyens. Léonard qui est plus vieux que lui. Léonard, il croyait, il avait l'image du combat contre Durham en tête. Et il se retrouve contre un boxeur qui est plus jeune que lui, qui s'est préparé convenablement et qui lui en met plein la gueule. Et franchement, Léonard fait beaucoup de peine sur ce combat. C'est vraiment très très embarrassant. Voilà, il en prend, il en mange. Enfin, et Camacho, lui, il est là pour aller à la guerre. Il est vraiment là pour lui péter la gueule, ce qu'il arrive à faire. Son entrée est magnifique. Il arrive en centurion. S'il faut retenir une image de surélevé, en centurion surélevé, porté par des prétoriens, etc., merveilleux. Alors, je vous jure, les gars, je m'adresse à tous ceux qui aiment bien Nassim Hamed et qui connaissaient pas Camacho. Si vous avez aimé Nassim Hamed, vous êtes le papa. Hein. Franchement, c'est pas bon. C'est l'ancêtre de Nassim Hamed. Ah ouais. Oui, l'ancêtre de Nassim Hamed. Absolument. Et donc, il a cette intelligence de gagner le combat qu'il fallait et ça va lui rapporter encore un chèque. Ça va lui rapporter encore un chèque parce que c'était inespéré, mais voilà, il l'est relancé et donc un combat. Et il est relancé, Captain, excuse-moi de te couper, mais dans cette période-là, Camacho est plus le Camacho qu'on a connu. Hein. Il a rempli sa vie de drogue, de cocaïne. Il a eu de multiples démêlés avec la justice, arrestations. Il s'est bagarré avec un gamin. Enfin, voilà, c'est pas les bons côtés du Camacho qu'on aime voir. Et c'est pour ça aussi que quand on dit ses entrées, etc., il a besoin d'être aimé. Il combat sur le ring et en dehors du ring, il combat ses démons. C'est toute l'ambivalence de notre ami Hector Camacho. Et finalement, Antoine, tu seras d'accord avec moi, on va en parler par la suite, mais c'est un personnage littéraire. C'est un personnage littéraire, ce Camacho. C'est un personnage beaucoup plus intéressant que pas mal d'autres boxeurs. Tout à fait. Bon, alors voilà, on est en 97, ça on s'en souvient très bien tous les trois, parce que Christian il est sur place, parce que Oscar il est dans son année 97, qui est une année où il veut absolument boxer, et puis après avoir pris Pernel, il se tape quelques mois plus tard, on est en septembre, il se tape le Hector Camacho. Alors, on a déjà parlé de ça dans une excellentissime émission avec Christian Delcourt et Nicolas de Culture Box. Voilà, la discussion Hall of Fame Oscar de la Hoya, en long, en large et en travers. Voilà, c'est du nec plus ultra avec Christian en guest. Voilà, plonge-toi dessus. La description, le lien est dans la description de cette vidéo, évidemment. Et donc, gros chèque pour Camacho. Et c'est le Camacho. Et rappelez-vous, c'est le Camacho qui doit perdre du poids parce que contre Léonard en avril, il s'est en moyen et il doit faire les haltères, il doit redescendre et en bon professionnel, il le fera quand même. Il est préparé physiquement, mais sauf que le combat il est à sens unique. C'est un peu comme contre Trinidad, il y a rien à faire. De la Hoya avec son jab, avec son pressing. Il mène la danse pendant 12 rounds, mais ça va aux 12 rounds et,
Et le Camacho, on l'arrête pas, le Camacho. Il va à terre 2 fois, je crois, mais on l'arrête pas. Et est-ce que c'est, comment dire, toi et Jean-Claude, Christian, est-ce que vous avez eu tant de fun que ça à commenter ce combat? Je suis pas sûr. Non, parce que on savait, on connaissait l'issue, on avait déjà vu depuis le début des années 90, on l'a dit, la cassure d'Hector Camacho, c'est contre Chavez. Il y en avait déjà eu une avant contre Rosario, on l'a dit, hein, ça s'est passé comme ça. Rosario, ensuite début des années 92, donc avec Chavez, et puis là, il a quel âge? Il a 36 ans, quelque chose comme ça. Voilà, c'est plus le Camacho qu'on connaît. Mais il y a un homme qui résume assez bien la situation de Camacho à l'époque. Il disait que on avait besoin d'un Camacho parce que qu'est-ce qu'il a fait, Camacho? Il a boxé, il a gagné, il a été triple champion du monde. On y reviendra. Et il a été quand même triple champion du monde. C'est quand même quelque chose. Et il a été, j'ai regardé dans les statistiques, le 13e triple champion du monde. Ça veut dire que c'est un boxeur qui fait partie de la légende. Et Barbaroum, il disait toujours, on avait l'impression que ce boxeur, ce Camacho, il avait un talent énorme, que le talent était là, mais qu'il en gaspillait beaucoup. Et il se souvient d'ailleurs, Barbaroum, il le disait encore récemment dans une interview, mais quand on en parlait avec lui, on lui disait, je sais que une fois on avait fait une grande interview avec Barbaroum, on lui parlait, bon, vos boxeurs favoris, les gens qui vous ont fait aimer entre guillemets la boxe, et il se souvenait de ce Hector Camacho un jour de combat au Madison Square Garden où il était rentré en dansant la Macarena. Vous vous souvenez de la Macarena? Il avait fait cette danse, il avait une tenue de fou. C'était un truc de fou. Et Bob Arum, il disait toujours, les gens étaient fascinés par ce genre de choses. Et quand ils ont fait ce grand pay-per-view avec De La Hoya, ils savaient qu'il allait remplir ce rôle. Et Arum, il a toujours dit, on peut compter sur Camacho et on peut surtout compter sur son grand professionnalisme. Et il a été là. Il a été battu, il a été à terre, il est allé au bout. Et ça, c'est du grand Camacho. La conclusion de Bob Arum, c'est il sera difficile de dire qu'on se souviendra de Camacho comme d'un des plus grands boxeurs, comme ceux qu'il a dirigés, les Marvin Hagler, les Ernst, les Leonard, les De La Hoya. Mais on pourra toujours se dire que Camacho, il a fait énormément pour populariser la boxe. Ah oui. Et ça, on le doit à Camacho. Ouais. Ouais, et puis la sensation, bon, ça, j'étais trop jeune pour l'avoir, mais en vieillissant, c'est que dans les années 90, j'ai l'impression que c'est les années 80 qui restaient dans les années 90 avec Camacho. Tu vois, c'est la folie des années 80 qui restait dans les années 90 grâce à lui. Voilà, donc bon, là c'est le dernier grand combat de haut standing, de grande envergure de Camacho, mais la carrière elle va continuer. Hein. De toute façon, il pouvait pas s'arrêter de boxer. Il avait trop de problèmes, il avait trop d'addictions. On en a parlé. Ça veut dire que c'est quand même un mec qui continuera de boxer avec un fils qui boxera aussi. Tu vois, à un moment, ils vont boxer les deux dans la même réunion, je crois bien. Tu vois, c'est quand même fou à penser. Hein. C'est quand même fou à penser. Et donc, bon, pour rire jeune, on va continuer de rire jeune. C'est que il y a une revanche avec Roberto Duran, hein, les mecs. Et ça se passe en 2001. Ça s'arrête jamais. Hein. Ouais, contre Roberto Duran, hop, je vous la mets là, la photo. Non mais ça faut pas. Le premier à la rigueur, oui, mais celui-là, faut pas. Effectivement, donc voilà, là, faut pas. Et il continuera, et je vous dis, il continuera, il aura des combats en 2003, 2004, 2005, mais tu sais, c'est un petit par-ci par-là, tu vois. Un en 2008, un en 2009, un en 2010. 2010. Il commence en 1981 sa carrière. Bref, voilà, des trucs hallucinants. Bon, ça s'arrête en 2010, mais ça s'arrête, et là, c'est l'histoire qui est malheureusement qui finit mal. Et est-ce qu'elle pouvait finir autrement que mal? C'est, je pense, pas vraiment finalement. C'est un Hector qui est de retour à Porto Rico, qui fait sa vie à Porto Rico. Bon, plein de mauvaises histoires lugubres.
tout ça, et qui finira mort, si je crois bien, dans une triste histoire, on sait toujours pas, mais je crois mort assassiné hein, dans sa voiture, c'est ça. Bon, une histoire de drogue qui est derrière, ça paraît évident. Et donc voilà, l'histoire se finit extrêmement mal, mais comme je vous le disais, ces derniers temps, et surtout là, ce qui va se passer, il y a, en termes culturels, la boxe est aussi une culture, en termes culturels, le personnage Hector Camacho est vraiment de retour. Il y a ce livre là qui a dans le monde de l'édition de boxe, qui est un livre événement, et puis il y a effectivement, comme je vous l'ai montré, il y a ce documentaire qui arrive dans quelques jours sur Showtime qui va être, à mon avis, qui va être extrêmement bon. Je crois même qu'on va apprendre des choses sur ce documentaire. Il y a quelques déjà teasers qui ont filtré sur les réseaux sociaux. Ça arrive, ça je crois que ça arrive vendredi. Voilà, donc je l'attends avec impatience. Et donc voilà, c'est important que Christian, Antoine et moi-même soyons là pour, en français, vous parler du phénomène Hector Camacho, parce que c'est un phénomène qui va retraverser les histoires box ces prochains temps. Voilà pour ma conclusion, messieurs. Voulez-vous rajouter quelque chose sur le Macho Man? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Tout simplement qu'on a eu, nous on a eu plaisir à commenter Camacho parce qu'on a besoin de gens qui sortent un petit peu du ring et qui peuvent, comme on l'a dit, populariser la boxe, parce que quand vous arrivez dans une réunion de boxe, et j'ai emmené des amis, ma femme est venue dans des grandes réunions, et quand vous n'êtes pas complètement passionné par la boxe, vous avez besoin d'avoir une autre histoire. Alors quand vous êtes dans une grande salle de boxe, on arrivait, nous on avait la chance d'être forcément bien placés, mais au milieu des stars. Et puis vous vous bousculiez avec DiCaprio, avec les grandes stars, Michael Jordan, tout le monde, toutes les grandes stars sont là. Mais quand vous aviez Tyson qui arrivait, on se disait attends, on va avoir Tyson, l'entrée, c'était quelque chose. Ben, c'était la même chose avec Camacho. On savait que même s'il ne se passerait rien sur le ring, il se passerait quelque chose dans la salle. Et ça, c'est important, parce que vous ne pouvez pas être indifférent quand vous avez un boxeur de la classe de Camacho, parce que quand on se rappelle quand même, et vous irez découvrir sur YouTube la classe d'Hector Camacho, même si on l'a vu, sa boxe a évolué, sa boxe a changé, mais c'est un boxeur qui nous a fait rire, c'est un boxeur qui nous a fait fantasmer, c'est un boxeur qui nous a fait nous extasier, et c'est un boxeur qui nous a fait aimer la boxe, qui nous a fait aimer sa boxe, tout simplement. Qu'est-ce qu'il parle bien, Christian? Antoine? C'est dur de passer après ça. Alors, mais non. Oh. Camacho, c'est un peu comme Wilfred Benitez, c'est un grand point d'interrogation. C'est-à-dire que si sa vie avait été un tout petit peu différente, s'il avait un peu moins vrillé, s'il avait été mieux entouré, si il n'avait pas fait n'importe quoi à certains stades de sa vie, ça aurait été un des plus grands tout court. Voilà, un peu comme Benitez. Bon, il se contente d'être un des plus grands portoricains de l'histoire, ce qui est déjà pour la nation de boxe qu'est Puerto Rico quelque chose d'extrêmement important. On l'a dit tout à l'heure, triple champion du monde, ça compte, de très jolies victoires. La fierté de ne pas avoir été mis KO par les tueurs qu'il a affrontés, y compris quand il était un peu diminué, en tout cas après son pic de forme et de talent. Je garde, moi qui aime bien lire des histoires de boxe, moi qui aime bien en raconter, je garde un faible pour ces personnages-là qui n'ont certainement pas accompli ce qu'était leur potentiel, mais qui font des histoires beaucoup plus belles et fussent-elles tragiques à dire et à entendre. Voilà. Moi, mes chouchous, c'est ceux-là. Ouais, ben voilà, c'est très bien dit, très bien dit. Merci encore énormément, Antoine. Merci encore énormément, Christian, pour le plaisir que j'ai à faire ces émissions avec vous. Voilà, alors la prochaine discussion Hall of Fame, là on est en discussion, voilà, ça va peut-être pas arriver tout de suite, mais quand la bonne idée viendra, on le fera. C'est vraiment un plaisir. Et puis aussi, cher Christian. Et puis surtout, on n'en a pas parlé pendant l'émission, mais merci aux pirates, vous qui nous écoutez. On prend du plaisir, et moi je vous promets que je prends du plaisir avec Antoine et le capitaine. Ça fait 10 ans que j'ai pas parlé de boxe.
et ça fait plusieurs émissions qu'on passe ensemble. Et quand on voit vos commentaires, je vous remercie pour tout ce qu'on lit. Voilà, je vais voir vos commentaires et je suis très touché parce que je sais que ce que fait le Captain, c'est bien. Ça permet justement de voir une autre facette de la boxe et surtout de raconter des histoires. On est là pour vous faire vivre, essayer de trouver la petite histoire, quelque chose qui va vous faire aller chercher l'image qu'il faut, le combat qu'il faut, les écrits d'Antoine. Et c'est ça qui est important. On ne peut pas aimer la boxe sans la comprendre, sans l'entendre et sans en écouter les histoires qu'on essaye de vous faire vivre. Parce que bon, il y a du vécu, et puis aussi il y a des sensations, et ces sensations-là, ben moi je les retrouve 10 ans après. Voilà. Et je vais couler ma petite larme là, à cause de Christian. Merci énormément Christian, vraiment c'était un plaisir, vraiment merci. Et les pirates, je sais qu'ils sont touchés aussi par ce que tu viens de dire, j'en suis persuadé. Et donc on va avoir encore des très beaux messages. Merci à vous les pirates, merci Christian, merci Antoine, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures box. Et boum.